Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Karate Kid, Jurassic Park et Mandy. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, On jase de film, la formule est simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, je reçois un humoriste, un auteur, un compositeur, un interprète et un figurant mieux connu sous le nom de Big Max! C'est Maxime Gervais. Salut Maxime! Salut Guy, ça va? Ça va bien, toi, Ouais, Big ouais, Max? je suis très content d'être là, très content d'être là. Je suis super content, Je m'en allais t'écrire, puis tu m'as écrit pour participer. J'étais comme, oh mon Dieu, les astres s'alignent. J'étais Oui, tellement c'est bien heureux. drôle, ça. J'étais vraiment content que tu m'écrives pour ça. Donc, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es un membre des Picbois. Ouais. Tu es aussi un auteur, compositeur, interprète. On te doit plusieurs albums quand même. Le dernier, Nouvelle forme de joie, que j'écoute en boucle depuis une couple de jours, que j'adore vraiment la chanson. Je connais des vedettes, là. Gros hit dans mon appartement tout seul. Ah, c'est fin. Mais des albums comme Artiste raté, Michel 2, La magie, c'est des super bons disques. Là. Si les auditeurs, les auditrices n'ont pas encore écouté ça, garochez-vous sur les musiques de Maxime Gervais, c'est très bon. Tout comme les Picbois. Je suis un fan invétéré de ce que tu fais avec Dom Massy et Julien Bernatchez, qui sont déjà venus au podcast aussi. Ben là, ça arrête. C'est pour ça que je voulais faire ton podcast, là, pour pour me te redorer remonter la le moral. confiance. Ben oui. C'est ça. Dans les shows des Picbois, justement, vous faites souvent référence à des films, Ouais. à des univers cinématographiques ou même à des univers de séries télé. Ça vient d'où ton amour du cinéma? C'est né comment? C'est quoi les premiers films que tu as vus quand tu étais petit? Les premiers films, j'ai un souvenir là, assez... Tu sais, mettons, si je remonte à mes souvenirs les plus vagues de ma tendre enfance, je pense que ce serait comme E.T., Karate Kid aussi, dont on va parler. Ouais. Karate Kid est sorti en 84, je pense. Ouais. Moi, je suis né en 85. Fait que, tu sais, c'est ça, là, le cinéma des années 80. Là, mes plus vieux souvenirs, ouais, Karate Kid, E.T., Ghostbusters, peut-être. Ça ressemble à ça, Ouais. là. Ouais. Très bon film, très bon film. Puis, tu sais, je dois avouer que de m'être tenu à dos avec Dom Mascott, ça a comme... Dom Massy. Il y a bien du monde qui pense qu'il s'appelle Massy dans la vie. Ouais, de me tenir avec Dom, c'était comme le tripeux de cinéma du secondaire. Là. C'était comme le Dawson de notre école. L'espèce de beau gobelon. Il haïssait ça dans le temps, quand le monde l'appelait de même, là, quand le monde il disait ça. Fait que, ouais, tu sais, ça m'a comme ouvert à tout ce qui est plus un peu cinéma de genre, là, tu sais, il m'avait fait découvrir comme les Tarantino puis les Kubrick dans le temps, là, tu sais. On avait 16 ans, puis on tripait bien là-dessus, les Evil Dead. Ouais, fait que c'est ça. Ouais, tu sais, je te dirais que j'ai commencé à triper sur le cinéma avec, tu sais, les classiques des années 80, début 90, là, comme n'importe qui de Valleyfield à l'époque. Il y a un running gag à Décideret que tu tripes sur le flic de Beverly Hills avec le ninja de Beverly Hills. Le ninja! Hills. Ben oui, le ninja. Ben, ce qui est drôle de l'histoire du ninja de Beverly Hills, c'est que quand il est sorti à l'époque, là, puis là, je me souviens pas en quelle année il est sorti, mais moi, j'ai vraiment aimé ça, tu sais. C'était exactement le genre de comédie là, vraiment épaisse que nous autres, on aimait chez nous, là, les trois frères Gervais. Puis c'est, tu sais, des années plus tard, tu le réécoutes, puis tu fais, ben voyons, voir que j'ai aimé ça de même. Mais même Chris Farley, à la première, il est parti. Oui, c'est ça c'est ça qu'on m'a dit. Ça. Il s'est mis à pleurer, oui. Il pleurait en disant « Je ferai plus jamais de film ». Justement, ça s'est avéré. Mais... ouais, c'est ça. Imagine comment c'est triste. T'es la première de ton film. Tout le monde est là. Puis tu t'en vas. T'as comme une révélation de hey, c'est donc bien mauvais ce que je fais. Ouais, pauvre Chris Farley. Ouais, pauvre lui. Donc, on va rentrer dans ta liste pour de vrai, justement, avec Karate Kid de 1984, réalisé par John G. Avildsen. Ça met en vedette Ralph Macchio,
dans le rôle de Daniel LaRusso, Pat Morita en Monsieur Miyagi et William Zabka en tant que Johnny. Pour les auditeurs, les auditrices qui n'auraient jamais vu Karate Kid, c'est quoi ce film-là? Karate Kid, c'est l'histoire d'un jeune garçon avec sa mère monoparentale. Il déménage en Californie, si je ne me trompe pas. Tu comprends qu'il vient de la côte est, puis il déménage à la côte ouest. Ouais. Puis rapidement, il se fait boulier à son école là, pour des raisons niaiseuses, mais il se fait boulier. Mais tu sais, dans les années 80, dans les films, là, les bullies, c'était vrai. Là. Il était rough, là, ouais. C'était je te casse la gueule, puis je pète ton vélo, puis tu sais. Fait qu'il se fait boulier par une gang de bums en motocross. Puis tranquillement, dans le film, il se lie d'amitié avec Monsieur Miyagi, qui est d'origine japonaise. Et Monsieur Miyagi se met à lui enseigner le karaté. Et rapidement, toute cette histoire-là de bullying va se régler dans un tournoi de karaté. Là, dit de même, ça a l'air vraiment cheap, là, mais c'est mieux amener que ça. Puis, tu vois, là, je veux pas te défoncer dans tout ce que tu vas amener comme question, mais moi, ce qui m'a fasciné avec ce film-là, puis je pense qu'il m'a toujours accroché, c'est que tout le long, tu sais, la philosophie que M. Miyagi amène à Daniel LaRusso, j'ai jamais vu ça dans aucun autre film, ou en tout cas, il m'en vient pas que hey, tes ennemis, c'est pas tes ennemis. Faut que tu les vois comme tes amis. Puis, tu sais, toute la notion de il n'y a pas de mauvais maître, il y a juste des mauvais élèves. On veut pas se battre. La dernière affaire qu'on veut, c'est se battre. Le karaté sert à ne pas se battre. Moi, toute cette mentalité-là, on dirait que ça m'a vraiment rejoint. Tu sais, je pense que moi, dans la vie, je déteste la confrontation. Puis je pense que tout ça, même très jeune, ça m'a comme vraiment rejoint. L'espèce de... Il y a un côté d'équilibre aussi. Le film parle beaucoup, beaucoup d'équilibre. Monsieur Miyagi revient toujours avec ça auprès de Daniel. Il dit, il faut que tu trouves l'équilibre dans la vie. Tu sais, ça va de... C'est bien beau s'entraîner au karaté, mais il ne faut pas que tu oublies que là, tu fréquentes une fille puis que faut que tu lui donnes du temps. Puis tu sais, c'est tout le temps cette notion-là d'équilibre entre justement ta colère puis ce que tu as de plus beau à offrir. En tout cas, ça m'a vraiment, vraiment rejoint. C'est intéressant parce que, tu sais, M. Miyagi, avant de lui apprendre le karaté, lui fait faire toutes sortes de tâches. Tu sais, c'est genre, elle repeint ma clôture, puis il va, tu sais, arrache les mauvaises herbes quasiment. Tu sais, c'est toutes ces petites tâches-là, mais qui amènent à trouver une espèce de zénitude, là, tu sais, il écœure pas qu'il écœure, mais il amène Daniel LaRusso à être quasiment tanné, puis comme là, quand est-ce qu'on apprend le karaté, quand est-ce, puis mais ça fait partie de l'enseignement, tu sais. Ouais. Puis tu sais, je trouve que ça s'éloigne beaucoup de tous les films de combat là, à la Bloodsport, là, que tu sais, c'est je m'entraîne puis je pète des gueules. Tu sais, il y a de quoi de très masculin, cave un peu, là. Karate Kid, on est à des mille et des mille de ça. Ouais. Tu m'as l'air d'un gars très zen dans la vie, Maxime. J'ai l'impression que tu as une force, une paix intérieure que tu arrives à trouver. En tout cas, quand j'écoute tes disques, quand je t'écoute à des CDR, tu sais, t'as l'air de quelqu'un de calme. Ouais, je pense que je suis assez calme dans la vie. Ou en tout cas que, tu sais, puis ça a ses forces et ses faiblesses, disons, dans le sens que je suis quelqu'un que ma vie, c'est des petites vagues, vraiment des légères ondulations, là. Tu sais, ce qui fait que des fois, mettons dans les pics-bois, tu sais, des fois, tu as besoin d'un bon coup de pied dans le cul, puis quitte à te planter fort. Tu sais, des fois, ça, c'est plus d'hommes qui est émotif, comme ça se peut pas. Les deux, on se complète vraiment. Tu sais, puis d'ailleurs, je reviens à Karate Kid, tout cet aspect-là d'équilibre, puis de yin et de yang. Tu sais, je trouve que dans les pics-bois, on l'a un peu, ça. Cette espèce de notion-là on est deux gars fondamentalement différents. On s'entend bien, on a full de points en commun, mais on est fondamentalement différent. Puis je trouve que cet équilibre-là, il est comme essentiel peut-être à notre longévité. Tu sais. Je pense que tu regardes les Denis de Relais, c'est un peu la même dynamique. Vraiment, Sébastien qui est un peu moi, là, mettons. Puis Denis Barbu, tu sais, qui est full émotif, qui a l'air à fleur de peau, qui a peur de plein d'affaires. Là. Ouais. Fait que ça ferait de Julien Johnny. William Zabka. Non, tout ça pour dire que j'attends juste de voir le Karate Kid des Pic-Bois. Ça serait malade. Pour vrai, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis,
Ouais. Puis tu sais, souvent quand on fait ce genre de truc-là, malgré mettons qu'on fait le Karate Kid des Picbois, c'est sûr que ça va virer Ben oui. complètement cave, mais ça va tellement partir d'une lettre d'amour à ce film-là, en tout cas de ma part, là. Mhm. Puis tu sais, hey, dans mon cellulaire en ce moment, je pense que j'ai la trame sonore originale Ah ouais. si je me trompe pas, c'est Bill Conti qui l'a fait. OK. Espèce de... Ta, 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 ta. Des fois, je fais la vaisselle, puis je me mets ça, puis j'ai la larme à l'œil, là. Ah ouais, à ce Ça point-là. vient vraiment me chercher. Je prends des marches, des fois, avec la musique de Monsieur Miyagi, là. Ta, 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 ta. Puis là, je suis comme, ah ouais. Moi, là, dis-moi là, si je m'emporte trop, là, Non, mais non, 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 on est là pour ça. Monsieur Miyagi, Ouais. encore aujourd'hui, c'est pour moi un modèle. Je me réfère, écoute, à 35 ans, là, Mhm. je me réfère à Monsieur Miyagi comme si c'était mon sensei, là. C'est à ce point-là. J'ai eu ce même rapport-là avec Johnny Cash à l'époque. Dans quel sens? Euh, le- le- L'aspect, je sais pas, là, I walk the line. Johnny Cash m'a comme montré c'est quoi être un... Puis là, je veux pas que ça sonne mal, mais il m'a montré c'est quoi être un homme avec tes faiblesses. Puis Ouais. j'ai lu son autobiographie, puis j'ai comme complètement connecté avec ce bonhomme-là. Puis je me référais à Johnny Cash, puis Monsieur Miyagi. C'est super weird, là, mais c'est de même. Là. J'ai comme mes Non, petits mais c'est des bouts, bons modèles. Ouais, ouais, c'est mes des petits bons modèles. repères, tu sais. Ouais. Puis, mais justement, tu viens de le dire, tu sais, marcher, il y a quelque chose de très libérateur. Dans le fait de marcher, tu te retrouves, tu te recentres un peu toi-même. Là, Puis Ouais. j'ai l'impression que tu es un gars qui marche énormément Ouais, je prends genre 4 partout marches par jour. dans Hochelaga. Là, Oui, je fais juste ça, c'est mon passe-temps. Je marche, puis j'écoute de la musique, puis ça ressemble à ça. Ouais. J'adore ça. As-tu autre que les enseignements de M. Miyagi, as-tu une scène préférée, une scène qui te revient en tête quand tu penses Hey, à man. Karate Kid? Ben, il y en a plein, mais une scène qui est souvent oubliée, puis que moi, je la trouve comme essentielle au film. Puis j'ai appris en écoutant un making-of que cette scène-là, les producteurs, je pense, voulaient l'enlever. C'est Hmm? la scène où, je me souviens plus de quand, là, mais Daniel Larousseau se rend chez M. Miyagi, c'est la nuit, puis M. Miyagi est complètement saoul. Hmm? Puis il boit des shooters, puis il parle un peu en japonais, on comprend pas trop. Puis Daniel Larousseau découvre que M. Miyagi a eu une femme et elle attendait un enfant. Hmm? Puis M. Miyagi, lui, était à la guerre. Ça devait être la Deuxième Guerre, Ouais. j'imagine, ou peut-être la guerre de Corée, mais il me semble que c'était la Deuxième Guerre. Puis pendant qu'il était en service, ben, elle est morte. Ouais. Fait qu'il a perdu sa femme et son fils. Mhm. Là, tu fais comme, oh shit, ce personnage-là vient de pogner une estie de coche. Parce que là, Ouais. tu comprends que, oui, il donne beaucoup à Daniel, mais Daniel, il doit y amener encore plus que... Hmm? Tu sais, c'est le fils qu'il a jamais eu, là, carrément. Ouais. Puis moi, cette scène-là, à chaque fois que j'avoue, je suis comme, oh shit. Puis tu sais, c'est pas un classique de Daniel qui fait Oui, oui. sa prise de la fin puis qui gagne, là. Mais ouais, je trouve que ça amène tellement à tous les personnages, ce bout-là. Hmm. Ouais, ça. Ouais, 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 j'aime ça. ou sinon, Daniel qui s'entraîne dans l'eau. Juste ses manières de s'entraîner. Moi, dans la vie, j'adore les histoires de underdog. Là, Hmm. ceux que personne voit et qui finissent par éclore. Puis, Ouais. de voir Daniel Larousseau qui s'entraîne à garder l'équilibre dans les vagues sur une plage ou à faire des katas sur le bout d'une chaloupe ou en peignant lustré frotté là, ou en peinturant une clôture. Là. Moi, je capote là-dessus. Là. Hmm. Ouais, ouais, je comprends. J'adore ça, ouais. On va passer à ton deuxième film qui Oui, est Jurassic Park, grand oui. film de 1993, grand film de l'enfance de combien Ah de ouais. gens de notre génération, c'est réalisé de main de maître par Steven Spielberg. Ça met en vedette Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum et Richard Attenborough. Peux-tu me résumer Jurassic Park? Oh shit, hein? Même si c'est connu, même si tout le monde sait c'est quoi, Mm-hmm. je veux t'entendre selon toi, c'est quoi Jurassic Park? Ouais, ben en gros, une équipe d'archéologues est invitée sur une île un peu pour tester un nouveau parc d'amusement un peu spécial sur lequel on a recréé des dinosaures à partir d'ADN qu'on a retrouvé dans des moustiques. Puis là, ils ont mêlé ça avec des grenouilles. Fait que, bref, on a fait revivre les dinosaures. Puis là, on fait tester le parc, qui n'est pas encore ouvert. Puis c'est un peu comme pour une question d'assurance avec les avocats. On veut savoir. Puis là,
panne d'électricité sur le parc, les dinosaures se libèrent, puis là, ça vire en marbre. Ça vire au chaos, ouais. Ah, Te souviens-tu de la première fois que tu as vu Jurassic Park? Man. Mais là, en 93, il est sorti, donc j'avais 8 ans. Puis mes parents nous ont emmenés au cinéparc. Mon souvenir, là, il est tellement clair. Moi, j'étais assis en avant, côté passager. Puis, man, quand le T-Rex marche, le char vibrait, là. Wow! C'était... Puis moi, j'ai 8 ans, là. Je capotais. C'était un mélange d'excitation, mais de peur. Mm-hmm. Puis je me souviens quand c'est le Dilophosaurus, hein, celui avec la petite collerette, là, celui qui crache du venin sur... Quand lui est arrivé, je me suis caché dans le fond du char. Je disais, OK, ça, c'est complètement fucked up. C'est trop fucked up pour moi. Je me suis caché comme 10 minutes. Puis là, tu sais, je suis ressorti vraiment comme, genre, suis-tu correct, là? Je peux-tu regarder? Puis c'est ça, c'est un mélange de... Tu sais, c'est pas un film d'horreur, Jurassic Park, mais c'est quand même des genres de monstres. Fait que pour moi, à 8 ans, là, c'était ça. C'était comme un premier pas dans ce qui me fait peur, mais en même temps, de trouver ça excitant, tu sais. Je trouvais... Ça m'a marqué, mon gars. Là, après ça, j'ai eu une grosse passe de dinosaures. Là. Je collectionnais des dinosaures. Ben oui. Ouais. Puis je suis retourné le voir quand les cinémas ils ont réouvert il n'y a pas longtemps. Là, ils ont ouvert pendant l'été. Quelques semaines. Puis je suis retourné voir Jurassic Park avec ma copine. Puis j'ai capoté. Là. Puis ça a tellement bien vieilli. Puis tu sais, même les effets spéciaux qui ont peut-être été retouchés un petit peu, là, je ne suis pas sûr, mais tu sais, ça a bien vieilli. Ouais, là, ça a mieux vieilli que bien des affaires. Là. Ouais. Je trouvais ça malade. Puis, tu sais, il y a tout un pan de l'histoire qui m'a vraiment plus parlé. Tu sais, toute l'histoire de le docteur Grant qui veut pas d'enfant. Tu sais, c'est un peu ça le point du film, en fait. C'est le désir de se reproduire, aussi cliché que ça paraît, mais la vie qui trouve son chemin. Là. Mais oui. Ça m'a vraiment parlé. Peut-être parce que là, j'ai 35 ans, là, mais... Non, mais c'est vrai. Puis c'est un gars qui veut rien savoir des enfants au départ, puis il se retrouve malgré lui à garder 2 enfants dans une situation de danger, puis il réalise que, OK, je suis capable de m'occuper d'enfants dans cette situation-là. Peut-être que dans d'autres cas, ça serait peut-être pas pire. Non, mais c'est tellement un beau film. Moi, je me souviens, je suis allé le voir quand ils l'ont ressorti en 3D. J'étais allé le voir là, justement avec les lunettes puis tout ça. Puis quand tu arrives sur l'Isla Nublar, puis que tu avais l'île en 3D sur l'écran, je me suis mis à pleurer avec la musique, avec toute l'émotion que ça amène. C'est beau, c'est fort. Puis as-tu remarqué à quel point que c'est long avant qu'on voit les dinosaures? Tu sais? Au début, tu vois des brontosaures, là, ils arrivent sur l'île après comme quasiment 20 minutes. Puis après ça, ils font le tour du parc, puis ils voient pas de dinosaures. Le T-Rex est caché, il y a un Triceratops qui est malade. C'est un échec, là, leur première promenade du parc. C'est long, il se passe rien, là, mettons. Fait que leur attente aux personnages de voir des dinosaures, c'est ton attente de voir des dinosaures. Tu fais le tour du parc comme eux autres. Là. Toi, tu as hâte de voir un T-Rex à l'écran, puis il arrive pas. On oublie souvent ça, je pense, dans bien des films, que créer l'attente, c'est correct. Là. Pendant 45 minutes, t'as pas un petit dinosaure. Oui, tout à fait. C'est correct. Tout à fait. Je trouve que c'est un film qui donne envie de rêver en plus. Ah oui. Même sans les suites, même si ça vire au chaos, c'est le genre d'île où tu rêves d'aller, où tu rêves de pouvoir toucher à ces dinosaures-là. Ils ont de l'air là pour vrai. T'sais. Ouais, puis sais-tu ce qui aide, je pense, là, c'est que dans ce film-là, les dinosaures, c'est pas les méchants, tu sais. Les dinosaures, dans Jurassic Park, le 1 du moins, c'est juste des animaux qui font leur truc, là. Puis ils sont dépeints comme ça, puis je trouve ça malade. Je pense que après ça, dans les suites, les dinosaures deviennent des tueurs en série, tu sais, mais c'est pas ça, là. C'est des animaux qui sont en vie puis qui font leur truc pour rester en vie. Tu sais, on revient à la vie. La vie suit son cours, là. La vie, elle, ce qu'elle veut, c'est déborder de partout puis se répandre. Puis, il y a quand je suis retourné le voir, il y a mon ami Jake Dion, avec qui je parle bien gros de films. Puis il m'avait dit de porter attention à une scène, puis je l'ai tellement trouvée belle. C'est quand le docteur, il est avec les 2 enfants grimpés dans un arbre. Oui, puis qui se réveille le matin. Je pense que c'est un peu avant ça. C'est là, ils s'endorment.
Lui, il sort sa griffe, qui est, tu sais, la griffe qu'au début, il traumatise un enfant. Là. Il y a un enfant qui dit, ouais, dans le fond, un dinosaure, c'est comme un gros poulet. Puis là, il dit, oh, ouais, un poulet. Ouais. Puis mettons que le poulet, il t'ouvre le ventre ici, puis ici. Puis là, il mange pendant que toi, tu le regardes faire, puis t'es encore vivant. Tu sais, il traumatise un enfant. Puis moi, j'ai toujours vu cette scène-là. Il est dans l'arbre, il sort sa griffe, puis il la lance à terre, comme on voulant dire, j'en ai plus de besoin. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai toujours vu cette scène-là comme, hey, j'ai plus besoin d'un ossement parce qu'il y en a des vrais. Puis Jake, il m'a fait rendre compte, il dit, non, tu sais, j'ai plus besoin de traumatiser des enfants. J'étais comme, oh shit, man! Ouais. Ça a été comme une révélation pour Ouais. Je te dis ça de même, une autre idée qui me passe par la tête, mais j'aimerais beaucoup entendre une track de commentaires de Jurassic Park avec James le trappeur urbain. Oh oui, hein? Il voit des dinosaures partout, bon, là. Un nasty de brontosaure. Ah oui, je devrais le faire pour vrai. Juste des petites scènes. What the fuck is going on? You motherfucker! Ah, puis il est content des fois. Yeah! Je reste dans votre univers au Picbois, tu sais, quelque chose qui, en termes d'ambition, aussi gros que Jurassic Park, ça a été de faire 20 shows en 20 mois. Pour moi, ça, c'est votre Jurassic Park. Ça aurait pu très mal virer, mais ça a bien été. Au niveau de l'ambition, c'est venu comment ce désir-là de faire autant de shows en autant de mois? Ouais. C'était à l'époque où Étienne Forêt était notre gérant. Puis je pense qu'on se tenait beaucoup ensemble vu qu'il nous gérait. Puis il avait vu, en nous voyant aller, il comprenait qu'aussitôt que Dom et moi, on était ensemble puis qu'on jase, inévitablement, c'est un brainstorm. Puis on s'enflamme. Là. Au début, il y a une idée, puis là, c'est... Puis en dedans de 15 minutes de délire, on a comme un semblant de show, un squelette, un synopsis de show. Puis c'est Étienne qui a amené l'idée, qui a dit « Hey les gars, ça vous tenterait pas ce genre de défi-là, tant qu'à le faire, d'aller jusqu'au bout de vos idées. » Puis on a fait comme « Oh shit, ouais. » Puis en même temps, c'était une période où nous autres, c'était un peu notre saut dans « Hey, on va vivre de l'humour » parce que moi, avant, j'enseignais. Fait que je pense que cette idée-là de faire un show par mois, c'était de se servir de cette espèce de flow-là créatif, puis aussi ça nous a comme permis de faire ce saut-là, de peut-être de rassembler le monde qui tripait sur ce qu'on faisait, parce que, tu sais, avant, on avait fait en route, on avait fait du Zoo Fest, qui est comme un événement dans l'année, mais là, de rassembler les troupes, là, si tu veux, je pense que ça a servi à ça, là. Consolider quelque chose, en tout cas, là. Oui, puis ça a marché. Ça a marché fort en tabarouette aussi. Ça a super bien marché, c'est hot, ça nous a donné de la confiance énormément, là, de savoir que, hey, je pense qu'au Québec, on peut aller partout, tu sais. Chose qu'avant, on ne savait pas. Ouais. Pour finir sur Jurassic Park, est-ce que les suites ont peut-être pas une aussi grande place, mais est-ce qu'ils ont une place dans ton cœur? Est-ce que tu as un intérêt pour les suites? Pas du tout, c'est vraiment juste le premier. Non, vraiment. Ben, c'est parce qu'il manque... Puis je veux... Le 2 est pas si mal. Ben, le 2, non, même là, j'ai aucun attachement. Mais je pense que ce qui manque dans les suites, c'est l'histoire de fond. T'sais. Les dinosaures, c'est pas ça l'histoire, c'est pas ça la beauté du Jurassic Park. T'sais. C'est justement, c'est ce que les personnages apprennent, c'est ce qu'ils comprennent, c'est comment ils évoluent. Pour moi, c'est ça qui fait la magie, qui rend ça beau. Ouais. Puis je pense que les suites, ils ont peut-être lacune là-dessus, ou en tout cas, c'est moins bien exécuté. Puis le fait, comme je disais, que les dinosaures deviennent des méchants, tu fais « Hein? C'est pas ça le point. » Ouais. J'ai juste l'image c'était-tu dans GoldenEye que tu pouvais avoir un dinosaure pour te battre contre James Bond? Ou je me souviens plus c'était dans quel jeu de 64. Ouais, il y avait un jeu de 64 où tu pouvais être un dinosaure puis qui avait des guns. C'est pas genre Turok ou... Non, c'était genre un... Ah ouais, GoldenEye. Ben, il me semble que c'était GoldenEye. En tout cas, les gens... C'est sûr que les auditeurs écriront, là, mais... C'était dans tel jeu de 64! Puis là, je vais dire, ben oui, ok, c'est beau, là. Ouais. Ou donc, Killer Instinct. Ça se peut, ouais. Mais ouais, ça, donc ton troisième film, c'est Mandy, 2018, de Panos Cosmatos. Qui met en vedette Nicolas Cage et Andrea Riseborough. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. J'en ai entendu parler, mais c'est quoi Mandy? Hey! Oh!
mon Dieu. Hmm. Mandy, c'est... Moi, quand je suis allé voir, je savais rien de ce film-là. C'est l'histoire la plus simple du monde. C'est une histoire... C'est un gars qui venge sa femme qui s'est fait tuer par un genre de culte. Un peu à la famille Manson. Mais, tu sais, il faut vraiment pas s'arrêter à cette histoire-là. En gros, c'est une espèce de beau gros trip de LSD. Nicolas Cage. Puis je reviens à mon ami Jake Dion qui l'a tellement bien résumé. Il dit, tu sais, c'est une quête de Donjon Dragon sur le LSD. OK. Et ça sert tellement bien Nicolas Cage, là. C'est malade. Puis c'est comme, il y a une touche David Lynch aussi que moi, j'adore. Ah ouais. Fait que, bref, c'est ça. Mais tu sais, juste parler des personnages, là. T'as Nicolas Cage qui joue un gars qui s'appelle Red. Ça se passe dans le bois, dans la grosse forêt. Ça ouvre avec Nicolas Cage qui est comme un bûcheron. Tu comprends qu'il parle pas beaucoup. Il monte d'un hélicoptère, il se fait offrir une bière dans l'hélicoptère, il dit non. Puis tu comprends rapidement que ce personnage-là, tu sais pas d'où il vient, tu sais jamais d'où il vient, mais il y a un esti de passé. Là. Tu sais, ça laisse présager que le gars, c'est peut-être un ancien tueur à gages, c'est un mercenaire, il y a de quoi, mais t'as pas vraiment d'indices non plus là-dessus, mais tu comprends un genre de passé... John Wick ou quelque chose de même. Là. Ouais, puis tu comprends qu'il est en rédemption, mais t'en sais jamais plus. Ouais. Là, il arrive chez lui après sa journée de travail, il va rejoindre sa blonde qui est Mandy, que elle, tu catches. Encore là, c'est pas dit, mais tu sais, c'est une espèce de fille bien space, ça passe ses journées chez elle, elle peint, elle dessine, elle lit des livres, tu sais, des livres de fantasy, là, avec une fille en bikini qui a une épée dans les mains, là, puis tu sais, elle porte des t-shirts de Black Sabbath. Tu comprends? C'est comme une espèce de sorcière, mais qu'elle a comme un sixième sens, un cinquième sens, ouais, pour voir un sixième sens, pour voir l'espèce de beauté du monde. Puis tu comprends que les deux, ils se sont trouvés. Probablement, c'est jamais dit, mais probablement que Nicolas Cage l'a sauvé dans quelque part, puis qu'ils ont continué leur vie ensemble. Et à un moment donné, Mandy... elle se promène dans une espèce de chemin dans le bois, puis elle croise une minivan avec l'espèce de gang de culte, là, dont le leader il s'appelle Jérémia, puis lui, il se voit comme Jésus. Là, tu comprends que ce gang-là, c'est comme des anciens hippies qui ont abusé du LSD, puis là, ça a mal viré leur affaire. Ils sont complètement dans la vénération de Jérémia. Un total gourou qui sait plus il est où, qui sait plus il est qui. Anyway. Fait que bref, lui, il voit Mandy, puis il tombe en amour au premier regard, puis il dit « il me la faut ». Puis là, c'est ça. Le clan va kidnapper Mandy, ça vire en marde, elle finit par mourir. Et Nicolas Cage part dans une vengeance sanguinaire, mais c'est tellement bien fait. Ça mêle tout ce qu'on aime. Ça mêle Conan le barbare avec tous ces films-là des années 80, là, c'est malade. Ouais. Nicolas Cage qui est un gars qui est complètement fou dans la vie, qui est complètement fou dans ses rôles, qui s'investit comme personne dans ses rôles, même si c'est pour des petits films, même si c'est pour des films qui ont un budget de 2 millions, 1 million. Celui-là, je sais pas c'est combien, c'est quoi son budget, mais c'est un gars qui s'investit à 150% dans tout ce qu'il fait. Il y a l'air de quoi là-dedans, Nicolas Cage? Il est très sobre. Le film est un peu divisé en deux. T'sais. Au début, il est très sobre. Puis à un moment donné, justement, quand il switch. Puis là, ça devient Nicolas Cage. Là, c'est ça qui est hot de Nicolas Cage, c'est que tu peux jamais oublier que c'est Nicolas Cage. C'est lui. Puis quand il switch, c'est que t'es rendu là avec. C'est ça qui est malade. C'est pas on nous l'impose pas, là. C'est toi qui fais comme, ben oui. C'est ça qui arrive. Puis là, c'est comme si tu deviens toi aussi Nicolas Cage. Puis il y a des grosses affaires qui font aucun sens à partir de ce moment-là, mais on accepte tout. Puis c'est ça. Puis d'écouter ce film-là comme si t'écoutais un genre de labyrinthe mêlé avec Conan le barbare, puis toutes ces affaires-là, là, un peu fantasy, ça le fait. Ouais. Ça le fait. Moi, j'ai trippé. J'étais allé le voir au cinéma. J'avais aucune idée de ce que je m'en allais voir. Puis je me souviens pas si j'avais pris un peu d'huile de pote, mais en tout cas,
J'étais dedans. Puis je me souviens que c'est tellement... le mot m'échappe, là, c'est tellement viscéral, là, tu sais. Ça te rentre dedans. Puis moi, je me souviens qu'à moitié du film, j'ai fait « Hey, si ça continue à monter de même, en intensité, je pense que je serais pas capable. » Wow. Je regardais mes amis à côté de moi, puis j'étais là, moi, faut que ça diminue. Là. Faut que je puisse continuer parce que là, c'est comme trop pour moi. Finalement, c'est ça, il se passe de quoi. Mais ouais, j'ai essayé de l'écouter avec ma blonde. Puis elle, au même point, elle a abandonné. Elle a fait comme, sais-tu, je suis comme, elle dit, c'est comme trop intense, troublant. Ça me donne vraiment envie de le voir. C'est quelque chose moi, ça a été mon film de l'année. OK. Ouais. C'est quelque chose qui t'a inspiré. Je veux dire, tu sais, on parle en musique, dans tes univers que tu crées. C'est quelque chose qui se reflète dans ce que tu fais? Oui. Entre autres, j'ai vu ce film-là à l'époque où on écrivait Le crime de Moule-Mongrain, qui était un de nos shows mensuels. Ouais. Et dans ce show-là, on s'inspirait un peu de l'univers de David Lynch, puis de peut-être Fargo des frères Coen. C'était quand même un mélange des deux. Puis après avoir vu ce film-là, j'ai dit il faut mettre du Mandy dans notre show. Puis il y a même une scène complète qui est carrément un hommage à Mandy dans le show. Puis on a mis, si je ne me trompe pas, tu sais, la trame sonore est super vaporeuse. Je pense qu'on a mis une toune dans notre show. Puis, le côté bien vaporeux, New Wave, je l'ai amené dans ma musique, ça. Ouais, dans la magie, entre autres. Même un peu sur le dernier, une nouvelle forme de joie. Ouais, mais clairement que ça m'a inspiré. Là. Je peux dire de ce film-là que c'est une bouée là, dans ma vie créative. Là, ouais. Mais c'est ça que j'aime aussi, tu sais, quand j'écoute tes albums, quand je vois tes shows, tout ça, tu sais, t'es jamais à la même place deux fois, j'ai l'impression. Tu sais, t'as fait des albums folk, après ça, t'es passé avec de l'électro, t'es allé vers du punk rock, tu sais, tu bouges beaucoup, tu sais, je trouve que tu te permets une liberté créative, je trouve ça le fun. Ouais, ben tu sais, je pense, honnêtement, j'aurais de la misère à refaire la même affaire, je pense. Je sais pas, puis tu sais, je pense que je verrais pas le point de refaire la même affaire, puis tu sais, même avec les Pic-Bois, je trouverais ça plate qu'on soit encore en train de faire la presqu'île jazz, tu sais. Ouais. Tu sais, ça a marché fort en genre 2013, 2014, 2015. Puis là, en 2020, on est passé à autre chose. Puis c'est correct, on a eu du fun avec ça. On l'a exploré. Mais là, maintenant, tu sais, c'est ça, là, d'étirer à la sauce puis de faire de quoi qui nous fait plus... je dis pas que le jazz nous fait plus rire, là, mais... je trouve ça correct de passer à autre chose. Puis tu sais, ce qui est nice, c'est que je pense que les gens qui nous suivent ou qui suivent ce que je fais en musique, ben ils s'attendent à ça aussi. Puis ils l'acceptent. Fait que... Ouais, ben c'est cool d'avoir un public comme celui-là, justement, qui est malléable et qui est ouvert aux propositions plus champ-gauche. C'est très cool, tu sais, puis que les gens ne reviennent pas à chaque mois ou à chaque fois en disant comme « Ah, mais c'était pas comme la dernière fois. » Tu sais, c'est cool dans votre public que ce soit aussi, aussi ouvert d'esprit. Là. Ouais. Tu sais, dans nos shows mensuels, on a fait un moment donné les clowns robots, là. Ouais, j'ai adoré, mais mon Dieu, que c'était du théâtre expérimental, là. Tu sais, il y a un moment donné, je me souviens, il y a une vidéo qui dure... on voulait une vidéo qui démontre l'éternité. Ouais. Puis là, tu sais, ce que tu vois, c'est comme une vidéo super mal faite avec la face du robot mêlée avec des images de banquise où il y a juste du vent puis du son de vent pendant comme... Je pense que ça dure 5 minutes et demie. Tu sais, c'est bien trop long. Mais puis au début, on trouvait que c'était trop long. Puis maintenant, on a remarqué que, tu sais, il se passe de quoi dans la salle. Tu sais, les gens, au début, ils rient. Puis à un moment donné, on sentait que les gens, ils l'écoutent puis ils tombent un peu dans les vapes. Ah, oui. Fait que j'étais comme, non, ça c'est... Tu sais, tu verras jamais ça d'un show d'humour. non, tu verras pas ça dans un show de Martin Matt, un 10 minutes de glacier. De glacier avec du vent, puis une face de robot en surimpression, là. Ça n'avait pas de bon sens. En tout cas, c'est ça qui fait le charme aussi, c'est ça qui fait que c'est plaisant, parce que tu sais que tu vas être ébranlé un moment donné, tu vas être comme, OK, on va là, parfait, on va là, je vais le vivre. Je veux qu'on fasse, avant qu'on aille en pause, je veux qu'on fasse une petite parenthèse sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Parce que dans ta liste, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Vanessa Chandonnet. Ce film-là, quel impact il y a eu sur toi? Hey man, pour moi, ça a été... ce film-là, il m'a fait mal, là. Oh! J'ai écouté ça, j'étais à l'université, et je vivais à l'université, j'étais très... je venais de prendre confiance en moi à cause de l'impro à l'université. Un petit côté comme... Tu sais, une nouvelle confiance. C'est la première fois de ma vie que ce que je faisais était admiré, tu sais. Ouais. Parce qu'à Valleyfield, ça se passait pas bien, bien. Puis, tu sais, une espèce de confiance qui déborde. Fait que bref, mes années de l'université, j'étais très... peut-être pas sexe, drogue et rock'n'roll, là, mais tu sais, je vivais pour moi et par moi-même. Et je n'avais rien à chier d'à peu près tout, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, mon coloc a loué ça. C'était l'époque des clubs vidéo. Oui. Il loue ça, puis je fais « Ah, moi, l'écouter. » Tu sais, puis là, je mets ça, je suis tout seul chez nous. Puis, hey, ça m'a brisé là, en quatre. Parce que c'était comme... Tu sais, on te montre c'est quoi une vie de couple, dans ce que ça a de moins le fun, mais aussi dans ce que ça a de plus beau, tu sais. Puis moi, ça, je le vivais pas, puis à la limite, je le repoussais parce que je me faisais croire que j'en ai pas besoin, puis que... Puis j'ai fini ce film-là, j'ai braillé pendant comme 1 heure. C'est comme si ça venait de me mettre un miroir. C'est comme si ça venait de me mettre un miroir dans la face, de faire comme hey, tu sais, tout ce que tu te fais croire, là, c'est de l'esti de bullshit. Puis ça m'a brisé. Puis le lendemain, je me souviens que le lendemain, je l'ai comme réécouté. Tu sais, comme quand tu tombes en bicycle puis qu'il faut que tu remontes tout de suite là, pour. Ouais. Puis ça, en quelque part, je dis pas que le lendemain, ça avait changé ma vie, mais ça a ouvert une réflexion, en tout cas, assurément. Puis encore aujourd'hui, c'est un film que des fois, j'hésite à réécouter parce que je sais que ça va me brasser, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, là, on peut parler... Techniquement, c'est incroyable. Là. Il y a comme... Vraiment. Du scénario, c'est complètement débile. Là. Ouais. C'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie. Moi. Ouais, non, je partage ton avis là-dessus. Donc, on va faire une courte pause. Oui, vas-y. Oui. Ah, ben, je voulais dire, si je peux me permettre un autre coup de cœur que j'ai pas mis, puis là, je le regrette Allons-y. un peu, là, puis je veux pas partir sur 20 minutes là-dessus, mais ça s'appelle The Fall. Pas le film sur Hitler, c'est un film qui s'appelle The Fall de Tarsem, qui est le gars qui a fait la série. Ouais. Puis ce film-là aussi, là, il m'a, un peu comme Eternal Sunshine, il m'a complètement brisé. Puis juste, ça se passe dans un hôpital, c'est une petite fille mexicaine, elle doit avoir 5 ans. Tu comprends? C'est un hôpital du sud de la Californie ou du Nouveau-Mexique, là, je me souviens plus trop. C'est une petite fille qui se laisse, puis elle se lie d'amitié avec un monsieur, un jeune homme qui est un cascadeur. Puis elle se lie d'amitié avec lui. Et lui, il raconte une histoire. Et ce que tu vois, ça alterne. Ce que tu vois, c'est dans la tête de la petite fille, comment elle s'imagine l'histoire qu'elle se fait raconter. Fait que tout ça est mêlé de plein d'affaires que tu vois dans l'hôpital. Puis, écoute, un film, c'est complètement magnifique. Puis, tu sais, c'est ça, ça parle de la beauté de la vie. Tu sais, moi, je suis bien... j'en parle beaucoup sur mon dernier album, mais moi, je suis bien... je trouve la vie un peu absurde, tu sais, dans le sens qu'on pourrait disparaître de même, puis ça changerait pas grand-chose dans le cosmos. Fait que des fois, c'est dur de se rattacher à une beauté de la vie. Puis ce film-là, il m'a complètement brisé. Puis je suis c'est vrai, c'est beau. C'est beau, puis je veux être en vie. Puis là, je dis pas que je veux pas vivre, là. C'est pas un signal d'alarme. Je comprends l'idée. Mais ouais, ça m'a vraiment rentré dedans, fait que je vous le conseille si jamais. Parfait. Voilà. Là-dessus, on va faire une petite pause. Oui. Au retour, Maxime, tu vas nous dire pourquoi tu ne serais pas parti à l'aventure avec Bilbo dans le Hobbit. Oh mon Dieu. On va finir ça sur une petite ferme avec Pauly Shore dans Le Gendre. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook On jase de films, Instagram @On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de films.
De retour en jase de film avec mon invité Maxime Gervais, avec qui, en première partie, on a jasé de Karate Kid, de Jurassic Park et Mandy. Maintenant, on va rentrer dans un film qui t'a déçu, un film que t'aimes pas, c'est The Hobbit. En fait, je sais pas si c'est le premier des Hobbits ou la trilogie au complet. Ah, mais la ça a été trilogie, la Ok. trilogie. Donc, La trilogie. le premier, An Unexpected Journey, le deuxième, The Desolation of Smaug, et le troisième, The Battle of the Five Armies. C'est réalisé par Peter Jackson de 2012 à 2014, donc un peu comme la trilogie du Seigneur des Anneaux original, un film par année. C'est l'antépisode, c'est le prequel à Lord of the Ring. On suit ce qui est arrivé dans la vie de Bilbo avec l'anneau. Ça met en vedette Ian McKellen qui revient en Gandalf, Martin Freeman qui joue Bilbo et Benedict Cumberbatch qui fait Smaug. Qu'est-ce que t'as pas aimé? À quel moment ça a cassé pour toi? Hey, t'as tout nommé ça, là. Puis je pense que j'ai aucun souvenir de ces films-là. Puis, Ouais. moi, je suis allé voir les 3 au cinéma et je me suis endormi les 3 fois. Wow. Il y a un moment donné, après, tu sais, c'est des films de 3 heures, là, peut-être, là? Ou 2 heures, en tout cas. Il y a un moment, là, après 2 heures, où je me réveillais comme... Oh, voyons, ah oui, OK. Puis là, je suivais, là, puis là, on était dans... Je sais pas, là, il y a un moment, ils sont dans des tonneaux, là, sur une rivière, là. Puis tu sais, je pense que c'est ça, c'est comme juste une suite, moi, une suite de péripéties, là. Je suis comme, Ouais. Hey, je trouvais ça lourd, puis je trouvais ça plate. Ouais. Puis, tu sais, la quête, je m'en crissais, là, ben raide, là. Il y a rien qui m'a accroché là-dedans. Puis, tu sais, j'ai des petits souvenirs, là, les tonneaux. Je me souviens d'un moment donné, on voit Smaug avec de l'or, là, dans une grande pièce. Ouais. Puis, c'est pas mal ça. Il y a un moment donné où ils sont comme dans une faille, dans un grand mur, là, mais j'ai aucun souvenir. Ça m'a pas... Puis, tu sais, moi, Lord of the Rings, là, j'étais allé les voir, Ouais. là, j'étais au secondaire, là, j'avais 15, 16, 17 ans, là, puis là, j'étais dedans, là, puis j'allais les voir, puis je tripais, puis j'avais la version longue, puis j'y réécoutais, puis je capotais, puis je tripais, puis là, le Hobbit, là, boy, je sais pas qu'est-ce qui s'est pas passé, là, pour moi, mais hey, je m'endormais, là. J'étais comme, tu sais, c'est comme si je voyais le début, puis j'étais OK, là, je peux décrocher pendant comme 1h45, là, puis je reviendrai pour la fin, puis je vais pas mal comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes, en Ça. fait? Ouais. Ouais, non. Vas-y, Oh j'ai non, pas c'est rien ça. à dire. Ça, je me demandais, qu'est-ce que t'aimes, par contre, de l'univers de Tolkien? Qu'est-ce que t'aimes de l'univers du Seigneur des Anneaux? J'aime... je pense que j'aime que c'est vaste, puis que ça se tient. C'est un vrai univers. Puis c'est ça que je tripais, moi, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que tu sais que ça va plus loin que ce que tu as vu à l'écran, là. Puis tu sais, c'est pas... des fois, c'est un peu ça que je vais reprocher, mettons, à Star Wars. Tu sais, Star Wars, tu comprends que c'est super vaste, Ouais. mais on dirait que ça tient un peu sur rien, là. Tu sais, c'est comme... ben là, il y a les Jar Jar, là, parce qu'ils sont là, parce qu'on les a écrits, parce qu'ils sont là, parce qu'on les a créés, puis qu'ils existent à cause de ça. Tolkien, on dirait vraiment Dieu qui a créé un univers qui se peut. Il a pensé à tout. Tu sens qu'il a pensé à un système d'aqueduc pour son truc. Ouais. Là. Tout existe. Ouais. Puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, puis on dirait que c'est ça, le sérieux de l'univers que j'ai pas retrouvé dans le Hobbit. Là, c'est comme des « Oh, j'échappe ma bière! Oh, bébébébou! » Je sais pas. Moi, je me rappelle, je me souviens plus lequel des films de Hobbit, quand c'est sorti, il avait sorti le poster, puis tu avais tous les personnages sur l'affiche, puis tout ce que je me disais, c'est qu'il manque juste des mopettes, puis ça marche autant. Ah oui, c'est vrai. Je trouve que c'est un film. En tout cas, personnellement, je voudrais voir The Muppets Lord of the Rings. Ça, c'est, je lance ça dans l'univers. Mais c'est ça, quand je voyais les affiches de Hobbit, j'étais comme, on dirait un film de Muppets. Ça a l'air de ça. Ouais. Ou tu sais, je me souviens plus qui fait ces films-là, mais genre Dark Crystal, là, puis Labyrinthe. Ah oui, Jim Henson. Tu sais, Ben, genre de qui film faisait les avec des Muppets, marionnettes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est lui qui faisait les Muppets aussi? Wow, tabarnak.
Mais tu sais, un genre d'univers marionnette, mais plus glauque, là, un peu plus sombre, peut-être j'aurais plus trippé, tu sais, ça aurait été, je sais pas. Ouais. Il y avait de quoi dans... Tu sais, moi, de l'action d'effets spéciaux, là, je décroche tout de suite, là, il y a de quoi de l'action d'effets spéciaux, c'est que je comprends pas ce que tu es en train de me montrer, tu sais. Tu veux me montrer quoi, que vous êtes capable de faire des images à l'ordinateur? On dirait que je comprends pas. Ouais. Ça me revient pas. Non, je sais juste ce que tu veux dire. Ça, c'est moi, là. Oui, puis, mais tu sais, on a parlé de Jurassic Park, puis Jurassic Park, on voit très peu les dinosaures, puis on voit un peu de CGI dans le film, mais tout le reste, c'est des marionnettes, c'est actionné par des marionnettistes, c'est tout fabriqué, sauf le gros T-Rex, puis quelques courses de dinosaures, mais sinon, c'est tout fait à la main. Non, je comprends ce que tu veux dire. À un moment donné, c'est une compétition de qui a le meilleur ordinateur pour faire un film. Là. Ouais, puis tu sais, mettons, dans Jurassic Park, un T-Rex, moi, qui écrase un char pendant 15 minutes, je trouve ça malade, là, tu sais. Mais là, mettons, dans le Hobbit, je reviens à la scène des tonneaux, là, tu sais, que ton tonneau, il revole, puis que là, à un moment donné, t'es debout sur le tonneau, puis là, ça revole, puis là, il y en a un autre, puis tu sautes de tonneau en tonneau sur la rivière. Je suis comme, ben là, ça me... Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je comprends pas, genre des péripéties, là, comme un cirque, là, tu sais, mais fait à l'ordi, je vois pas le point. Puis en tout cas, écoute, puis j'ai l'impression que c'est souvent comme... T'as comme des petits glimpses d'histoire ici et là, mais c'est tellement beurré sous de la péripétie pour rendre ça comme « Hey, il se passe de quoi? » Puis j'étais comme, bon, je m'endormais, là, je me suis endormi sur les 3, là. Ouais. T'es-tu quelqu'un solidement, là, que je me réveille, là. Puis t'es-tu quelqu'un qui aime ces univers-là, tu sais, autant Lord of the Rings ou l'univers de science-fiction, la littérature de science-fictionniste, c'est quelque chose qui te parle? Oui, vraiment. J'aime beaucoup la science-fiction, tu sais, Asimov, j'ai tout lu ça. Philippe K. Dick de temps en temps, mais des fois, ça me déprime, fait que c'est très cynique, oui. Ouais, mais oui, la sci-fi, j'adore, tu sais, je lis pas mal de Stephen King aussi, qu'il va souvent dans le fantastique, là, avec, mettons, La Tour sombre. J'aime le fantastique, j'aime l'horreur, mais on dirait que c'est ça, c'est que j'ai besoin, surtout avec Asimov, ça, il l'a super bien fait, j'ai besoin j'ai besoin que ton univers soit complet, tu sais. Ouais. C'est ça, on dirait que dans le Hobbit, ça passait à côté de ça. Ouais. Mais tu parles un peu de Stephen King. Même La Tour sombre est reliée à Shining. Shining est relié d'une certaine manière à Shawshank Redemption. Tous ces univers sont reliés, même ceux que tu peux même pas t'imaginer qu'il y a une connexion. Ce gars-là a passé sa vie à construire un univers cohérent, comme Asimov. As-tu vu le film de Dark Tower? Moi, je l'ai pas vu, non. Ça a l'air que c'est terrible. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Je vais peut-être pas ça. Mais c'est lourd, ça doit être long s'embarquer. J'ai un de mes amis, Rémi Fréchette, en ce moment, qui se claque tout ce qui a été adapté de Stephen King à l'écran, autant série télé que film. Puis même les suites, tout ça, il y en a parlé ici. C'est un travail qui va y prendre des années. Parce qu'il y a bien de la scrap aussi dans Stephen King, dans l'adaptation cinéma. Là. Oui. Ben oui. Ouais. Ah non, c'est clair. Ouais. ton dernier film, c'est le gendre Ton plaisir coupable, Son-in-Law, de 1993 de Steve Rash, qui m'en vedette Pauly Shore et Carla Gugino. Pour être bien honnête, j'ai jamais vu Son-in-Law, le gendre. Tu m'as dit ce choix-là, il a fallu que je le Google pour faire c'est quoi ça? Mais honnêtement, je pense vraiment pas que c'est un bon film, là. Mais quand j'étais petit, puis c'est sorti en quelle année, t'as-tu? 93. La même année que Jurassic Park. 93, hein? Hey, tabarouette, c'était une grosse année pour moi. Ben, j'avais 8 ans. J'ai découvert Pauly Shore, je l'avais découvert dans L'Homme d'Encino, qui était sorti, si je ne me trompe pas, 1 an ou 2 avant. Puis moi, ce personnage-là, très... Ben, tu connais-tu un peu le personnage qu'il faisait dans le film? Tu sais, c'était très ado, très... Ado, mais comme efféminé, un peu extraterrestre, avec des foulards de couleurs, très rock, très côte ouest, là.
Puis moi, ça m'a parlé. Je me souviens, quand j'ai vu ça, chez nous, je m'habillais, je me faisais des kits avec des pyjamas de couleur, puis là, je me mettais des bandeaux. Il y a de quoi dans l'éclatement de ce personnage-là qui m'a vraiment accroché à 8 ans. Mhm. Fait que bref, le gendre, ce qui arrive, c'est que je pense pas que c'est un bon film. Je pense pas que si je l'écoutais comme là, je ferais comme « Ah non, c'est bon, là. Mhm. Mais c'est comme les répliques qui me restent. Puis c'est comme écouter une toune que ta mère te chantait, là, mettons. Là. Ouais. C'est plus ce genre de plaisir coupable. Là. C'est vraiment de la nostalgie pure et simple. Là. Mhm. C'est quoi C'est comme les manger... répliques qui te reviennent? Aïe, Belle Amérique, Belle Amérique rurale, je voudrais te labourer. Oh, avec une planche de surf. Tu sais, c'est genre. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est juste ça, là, du début à la fin. Là. C'est genre des calls. Qu'est-ce qu'il y a? Jeune fille en fleurs, jeune fille en fleurs. C'est comme. C'est juste ça. C'est une suite de répliques d'un gars bien in dans les années 90. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même une influence, soit de Pauly Shore ou du genre, dans l'humour qui s'est construit chez un petit Maxime Gervais? Jusqu'à aujourd'hui? Ben, bonne question. Probablement dans le genre le goût du costume. Ouais. Tu sais, je suis pas quelqu'un de flamboyant dans la vie, là, vraiment pas. Là. Mais ouais, le goût du costume puis que des personnages éclatés, j'imagine. Ouais, ouais. ça doit ressembler à ça. C'est très complet. Mais tu sais, c'est pas un grand film, là. Ça a pas. Ça a peut-être changé ma vie, là. Mais ouais. c'est tellement random, là, c'est épais. Puis, tu sais, tantôt, j'ai dit à mon partner Domnassi, je dis « Ah ouais, j'ai mis ça comme plaisir coupable. » Il dit « L'as-tu écouté dernièrement? » Puis j'étais comme « Ben, pas dernièrement, là, mais tu sais, oui. » Puis il dit « Puis t'as trouvé ça bon? » Puis j'étais comme « Ben, non, mais c'est pas ça le point, là. » C'est ça, c'est quelque chose qui t'a marqué, mais que tu sais que c'est poche, là. Oh, oui, c'est ça. Une scène préférée, une scène marquante du film Le Gendre? Bonne question. Une scène marquante. Attends un peu. Ou quand t'étais petit, ça, c'était l'affaire qui te faisait rire dans ce film-là? Ouais. Une scène marquante. Ben, il y a ce bout-là, tu sais, c'est parce que, mettons, l'histoire, là, je vais raconter l'histoire. Mm-hmm. C'est une jeune fille, elle doit avoir, je sais pas, là, 18 ans, mettons, là, puis elle a toujours habité sur la ferme de ses parents, là, tu sais, aux États-Unis. Fait que, tu sais, la vie est très carrée, là. Mm-hmm. Puis là, elle quitte le nid familial pour aller à l'université. Puis là, tu sais, elle découvre, au début, elle ne fit pas pantoute, elle a peur de tout parce que, tu sais, c'est comme quitter Valleyfield pour venir vivre à Montréal. Ouais. Tu sais, toute la rue Sainte-Catherine, là, c'est « Oh mon Dieu! » Fait qu'au début, elle a peur. Puis finalement, elle fait la rencontre de Kroll, qui est Pauly Shore. Mm-hmm. Puis là, lui, il est là complètement flamboyant, là, très Mick Jagger ou... comment il s'appelle, le gars d'Aerosmith? Ah oui. Steven Tyler. Steven Tyler, oui. Très, très là-dedans, là, tu sais. Puis lui, il apprend un peu sur son aile, puis il fait découvrir la Californie. Puis, tu sais, là, il refait son look, elle se fait bleacher les cheveux, il porte des mini-shorts avec des foulards, elle se fait tatouer dans les années 1993, ben oui. Et là, à un moment donné, elle retourne chez elle, je crois, pour l'Action de grâce, là, ou une affaire de même, puis elle décide d'amener son ami Kroll. Oui. Puis... pour une raison X, là, mais elle dit à sa famille que c'est son nouveau mari, qu'elle s'est fiancée avec ce gars-là. Puis là, sa famille, il trouve que ça n'a donc pas de bon sens. Fait que il décide d'initier Kroll aux joies de la ferme. Fait que, ils font faire le train, le soin des animaux, puis tout vire tout le temps à la catastrophe. Là. Mais ça, oui. C'est un peu ça le mood, là, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est une suite de sketchs pour mettre en vedette Pauly Shore plus qu'un scénario construit. Ouais. Sauf que il y a quand même des... Ça, c'est mon petit côté. Je suis pas dur à émouvoir, là. Mais il y a comme des belles valeurs parce que tu te rends compte que cette famille-là, malgré qu'ils te dégagent qu'ils sont parfaits, ben, tu sais, ils sont très éloignés. Personne n'est complètement honnête entre eux autres. Mm-hmm. Ils se disent pas... Puis, ils ont un fils aussi, que ça, j'avais oublié, et c'est le petit roux qui joue dans Le Petit Champ. Ah, mon Dieu, oui. Oui. Patrick Reyna, je crois.
Hey, ça, le petit chant, j'aurais pu le mettre dans mon film coup de cœur. Ça aurait été bien meilleur. Tabarnane, avoir su. Je viens d'y penser. C'est bien plus ça, mon film. Mais anyway, Patrick Renat est là. Puis, tu sais, le père, il est tout le temps choqué contre son fils parce qu'il dit « Ah, il fait juste jouer à des jeux vidéo. » Puis à un moment donné, Carl, il dit « Ouais, mais t'es-tu déjà intéressé à ces jeux vidéo? Est-ce qu'il le fait triper là-dedans? » Puis là, le père est comme « Hein? Ben non. » Puis là, à un moment donné, il se rend compte que son fils, il joue à la pêche puis qu'il apprend sur la pêche en jouant à son jeu. Puis là, le père est comme « Oh, OK, tu sais... le mari et sa femme, ils sont plus très proches. Puis à un moment donné, Carl, il refait le style de sa femme, puis ça ramène une certaine flamme. Puis ils dorment dans des petits lits éloignés. Ouais. Puis le soir, tu vois le père qui ramène le lit. Puis je sais pas, c'est très cheap, mais moi, ça... Ouais, mais c'est cute, c'est cute. Je trouve ça cute. Ben oui, ben oui. Ouais. Écoute, là-dessus, ça a été... sur le genre... Ça n'a pas de bon sens. On pourra faire... Il y aura une suite à cet épisode-là un jour, puis là, on parlera du petit chant, puis on parlera de d'autres films. Ouais. Mais d'ici là, Maxime, si les gens veulent suivre ton travail, s'ils veulent voir ce que tu fais, où est-ce qu'ils vont? Oui, ben il y a la page, surtout sur Facebook, il y a la page Facebook des Pic-Bois. Oui. Ils peuvent, d'ailleurs, on s'est parti un Patreon sur lequel on met du contenu exclusif. À chaque mois, entre autres, on va faire une lecture d'un de nos shows mensuels dont on parlait plus tôt. Mm-hmm. Fait qu'on fait ça, une espèce de live sur Zoom, là, une lecture de ces shows-là. Fait que, tu sais, pour tous les gens qui n'ont jamais eu la chance de les voir, c'est peut-être la manière de le faire. Sinon, j'ai ma page Maxime Gervais Musique, sur laquelle je mets, c'est plus ma carrière musicale. Fait que tout ce qui a rapport à mon projet musical. Sinon, mon Bandcamp, Maxime Gervais Bandcamp, t'as toutes mes musiques. C'est tout sur les plateformes Spotify, iTunes. Et sinon, juste sur Facebook, simplement, là, Maxime Gervais, puis tout est là. Super. Ben, puis merci. Décidérez. Décidérez, le podcast qu'on fait tous les samedis. Ouais, voilà. C'est ça. C'était un énorme plaisir, Maxime, de te recevoir. J'ai été super content. Je me sens emporté, là. Je me sens emballé. Là. Je m'excuse. C'est ça qu'il faut, c'est parfait. C'est vraiment ça la formule du podcast. Donc moi, c'est vraiment l'épisode que je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir à écouter. OK. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Maxime Gervais, on a jasé de film. Ah oui.